Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je vous emmène encore une fois faire le tour de l'actualité du bassin méditerranéen. Nous suivrons l'une de nos équipes. Celle-ci est parvenue à entrer dans Alep, en Syrie, une ville, vous verrez, dévastée par la guerre. Je vous emmènerai ensuite en Grèce pour faire le point 6 mois après les réformes annoncées par le gouvernement en échange d'un nouveau plan d'aide financière de l'Europe. Comment se porte le pays? Les efforts promis par Athènes sont-ils efficaces? Nous verrons cela ensemble. Nous rejoindrons également le Maroc pour dresser un constat. Les retraités français sont nombreux à venir s'installer ici. Pourquoi? Que trouvent-ils dans ce pays? Réponse dans ce magazine. Auparavant, nous avons voulu vous faire découvrir la première chaîne de télévision éducative et culturelle en langue française et arabe. Son nom, Deux Rives TV. Son ambition, valoriser les cultures françaises et maghrébines. Pour garantir la rigueur de ses programmes, cette chaîne bénéficie de l'appui d'un comité scientifique composé de personnalités, à l'image de Ralem Benchek, notre invité cette semaine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes islamologue, certains de nos téléspectateurs vous connaissent sûrement puisque vous présentez Islam tous les dimanches sur France 2 dans le cadre des émissions religieuses. Avant de vous retrouver, voyons votre portrait. Il est signé Marion Gadea, Véronique Dessoude. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Son visage est connu du grand public puisque c'est lui qui anime Islam, l'émission diffusée le dimanche matin sur France 2. Ralem Benchek, franco-algérien, est né en 1960 en Arabie Saoudite. Son père a été le recteur de la Grande Mosquée de Paris de 1982 à 1989. Docteur ès-sciences et physicien, il a aussi suivi une formation philosophique et théologique. Grand défenseur de la laïcité et d'un monde fraternel, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et essais dans lesquels il prône un islam éclairé. Engagé dans la lutte contre l'islamisme, il s'exprime à de nombreuses reprises après les attentats parisiens du 13 novembre. Il exhorte notamment les musulmans de France à mieux se faire connaître. Comme le temps n'est pas celui de tergiversation, je suis pour qu'ils se déterminent aussi comme musulmans pour manifester, sortir d'une manière massive, clamer haut et fort par les cris, par la parole, par des actions, par l'art, par toute autre forme et surtout par la pensée. Et c'est précisément pour éveiller les esprits que Deux Rives TV, la chaîne de télévision biculturelle franco-arabe, a été lancée sur le câble à l'automne dernier depuis Lyon. Un bel outil pédagogique, mais aussi une belle aventure à laquelle participe Ralem Benchek. Ce spécialiste de l'islam fait partie du comité scientifique de cette chaîne qui s'est notamment fixé comme objectif de rapprocher les cultures françaises et maghrébines. Alors on vient de le voir, Deux Rives TV se veut être un pont au-dessus de la Méditerranée. Ralem Benchek, vous faites donc partie du comité d'éthique de cette télévision. En quoi cette chaîne est importante selon vous? Elle est importante et son importance est capitale et sa raison d'être est fondamentale parce qu'au-delà du pont entre les deux rives de la Méditerranée, elle met en exergue la civilisation du pourtour méditerranéen. Et nous avons besoin d'un outil, d'un canal tel que celui de la chaîne des Deux Rives TV pour remembrer les sociétés disloquées autour de la Méditerranée. Alors, en tant qu'expert, quel est votre rôle au sein du comité de pilotage? Soyons modestes, l'expertise n'est rien d'autre que de donner un avis, de voir le cahier des charges, de voir la mission de cette télévision qui nous sorte un peu de la focalisation sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif. Une télévision qui nous sorte aussi du panurgisme émotionnel et qui laisse place à l'intelligence, à la culture, à la connaissance, à la découverte. Et ça dépasse le cadre des cultures franco-maghrébines. C'est une richesse véritable véhiculée par la langue française d'un côté et la langue arabe de l'autre. Ralem Benchek, vous êtes un grand défenseur de la laïcité, d'un monde fraternel. Alors justement, quel regard portez-vous sur le monde en ce moment? Le réalisme me pousse à avoir un regard plutôt sévère, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer. On dit souvent, et sans dolorisme aucun, que
l'épreuve est un lieu de salut, la crise est salvatrice quand elle est bien négociée. Et de ce point de vue-là, nous ne devons pas, qui que nous soyons, démissionner, abdiquer devant la barbarie, devant l'horreur, devant l'extrémisme, devant le terrorisme d'essence religieuse. Et donc, il y a un énorme travail considérable, à la fois intellectuel, théologique, philosophique, humain, politique, social, culturel. La chaîne Les Deux Rives TV y contribue pour éradiquer cette bête immonde, pour aussi laisser place, vous l'avez si bien dit, à un monde fraternel, solidaire et prospère pour tous. Khaled Menchek, vous restez avec nous pour commenter l'actualité du bassin méditerranéen, l'actualité qui nous conduit encore une fois en Syrie. Sur place, la guerre continue, plusieurs civils ont péri ces derniers jours dans des frappes russes sur des zones tenues par le groupe État islamique. Des combats qui ont longtemps fait rage à Alep. Aujourd'hui, l'armée syrienne contrôle la moitié de cette cité historique. L'une de nos équipes est parvenue à se rendre au cœur de la ville dévastée. Alep, une citadelle fantôme. C'est un reportage de Franck Genozo et Giona Messina. Depuis des siècles, elle domine, majestueuse, la vieille ville d'Alep. Nous sommes la première équipe de télévision occidentale à entrer dans la citadelle depuis le début de la guerre. Les soldats syriens défendent depuis 4 ans cette forteresse du pouvoir. Depuis ses positions de tir, le panorama en dit long sur l'intensité des bombardements. Des quartiers entiers anéantis par les obus. Un décor apocalyptique d'où les panaches de fumée noire ne disparaissent jamais. Regarde juste en bas ce qu'il reste de l'hôtel Carlton. C'était le plus beau de la ville. Il a été piégé 2 fois, il n'en reste rien. Avant la guerre, des milliers de visiteurs se pressaient ici pour découvrir le site et admirer ses bas-reliefs millénaires. On a disposé des sacs de sable pour préserver ces trésors. Cela n'a pas suffi. Les traces de bombardement sont visibles un peu partout. Des frises brisées, un musée éventré et de multiples entailles dans le spectaculaire amphithéâtre. Aux barils d'explosifs largués par l'armée syrienne, les rebelles répondent par ces roquettes artisanales surmontées d'une bonbonne de gaz bourrée d'explosifs. Les habitants les ont surnommés les canons de l'enfer. Celui-ci n'a pas explosé. La citadelle est stratégique. Elle permet de contrôler la ville. Si les rebelles entrent ici, on perdra la ville. Voilà qui explique la violence des combats qui se déroulent au pied de la forteresse. Pas un bâtiment ou presque n'a été épargné. Pas même la mosquée qui a perdu son dôme dans la bataille. Les boutiques, par milliers, ont été détruites. Les habitants chassés par l'enfer de la guerre. Au pied de la citadelle se situe le vieux souk d'Alep. Avant la guerre, il était considéré comme l'un des plus beaux, comme l'un des plus grands au Proche-Orient. Nous allons vous y faire entrer avec nous et vous allez découvrir que ce n'est plus qu'un labyrinthe fantomatique et carbonisé, déserté de ses milliers de touristes. Dans ce dédale de béton déchiqueté, un silence de mort. Et de temps à autre, les coups de feu des tireurs embusqués qui résonnent sur les parois. Pourtant, à 200 mètres de là à peine, les cris des enfants chassent le bruit des armes. Une roquette est tombée ici, il y a à peine quelques jours. Elle est tombée juste en face. Plusieurs enfants ont été blessés par les éclats. Bien sûr que j'ai peur pour mes enfants, mais ils ont de l'énergie, ils doivent se dépenser. Ils sont nés pour jouer, pas pour rester enfermés. Certains habitants se sont réfugiés dans ce quartier autrefois occupé par les touristes. Ça va faire 8 mois qu'on n'a plus d'électricité. Dans cet hôtel, cet ancien vendeur de chaussures, sa femme et ses 3 enfants occupent une chambre, sans chauffage et sans eau. Viens voir le robinet, il n'y a rien qui sort. Ils vivent de l'aide humanitaire, un carton comme celui-ci tous les 2 mois. Du boulgour, des haricots, un peu de sucre, le strict minimum. Mes enfants n'ont pas d'avenir si la guerre ne cesse pas rapidement. Parfois, j'ai même peur de les envoyer à l'école. Quel futur est-on en train de leur préparer ? Parfois mes enfants me demandent de leur acheter une petite chose, mais je peux pas.
C'est terrible à dire dans ce cas-là. Je préfère être mort que d'avoir à leur avouer mon impuissance. Pas de travail, pas d'argent pour s'enfuir ou pour s'éloigner des combats. Comme des milliers de familles, ils sont condamnés à rester pris au piège dans l'enfer d'Alep. Ghaleb Menchek, alors en tant qu'islamologue humaniste, quel regard portez-vous sur la situation en Syrie ? C'est un mélange à la fois d'effroi, de consternation et de dépit de voir le berceau de la civilisation humaine aussi dévasté, mais aussi une résolution et une détermination à ne pas laisser la haine et la guerre continuer ses ravages. Cela passe, me semble-t-il, forcément et assurément et au-delà de la parole, par la solution politique, et cela passe aussi, et je le crois fondamentalement, par le départ du dictateur qui a amené son pays et son peuple à cette situation, et bien entendu cette monstruosité que nous appelons Daesh, avec cet acronyme arabe, qui finalement est synonyme d'épouvante, doit disparaître. Alors l'islam est aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, souvent montré du doigt. Comment lutter contre ces stigmatisations ? Comment mieux faire connaître l'islam ? Alors, c'est sûr que ce n'est pas en disant pas d'amalgame, le mot est arabe, je le souligne, que nous allons sortir par le haut de cette situation. Je demeure convaincu que dans sa version standard, comme une tradition religieuse continuatrice du judaïsme et du christianisme dans la famille abrahamique, et aussi comme une civilisation impériale à travers l'histoire, il y a de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, de la sollicitude, de la prise en compte de l'intérêt d'autrui, mais il y a aussi de la régression terrible, il y a aussi de la polémologie virulente, il y a aussi du ressentiment qui a été instrumentalisé, manipulé, domestiqué, idéologisé par les fanatiques, par les idéologues, par les sermonnaires doctrinaires, et il incombe, encore une fois, aux intellectuels, aux théologiens, aux philosophes musulmans et à quiconque d'éradiquer cette bête immonde. Et il ne suffit pas de dire « Ah, il faut appeler à une réforme ». C'est à une refondation de la pensée théologique auquel nous devons appeler et puis s'inscrire dans la modernité, désintriquer la politique d'avec la religion, verser vers le pluralisme, la liberté, l'égalité entre les êtres, par-delà l'appartenance confessionnelle et par-delà le genre, et surtout désacraliser la violence. Alors je le disais tout à l'heure, vous présentez tous les dimanches sur France 2 l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses. Est-ce que depuis le printemps arabe, votre émission a pris un autre sens selon vous ? J'ai la faiblesse de croire que oui, elle est devenue l'unique fenêtre télévisuelle pour les musulmans et non musulmans le dimanche matin. Il y a un intérêt, il y a un regain d'intérêt et d'attention pour l'émission et ça nous pousse à plus de responsabilités. Il nous incombe bien de donner une image sereine, réelle, fondée sur la connaissance, sur le savoir, sur la culture. Les antidotes du fanatisme sont l'éducation, l'acquisition du savoir, la culture et l'amour du beau, l'esthétique, les belles lettres et les beaux-arts, l'élévation spirituelle et tout ça sous la voûte commune de la laïcité de notre pays. Ghaleb Menchek, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on vous retrouve donc dimanche matin pour l'émission Islam. Si vous souhaitez revoir cet entretien ou l'intégralité de ce magazine, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Partons en Grèce. Souvenez-vous, après un long et intense bras de fer, Athènes et ses créanciers internationaux étaient parvenus à s'entendre en juillet dernier sur l'octroi d'un troisième plan d'aide financière. En échange, le gouvernement du chef de Syriza, Alexis Tsipras, avait accepté un programme de réforme drastique assorti d'un calendrier serré. Alors, 6 mois après, nous avons voulu savoir si ces réformes avaient été engagées. Où en est-on ? L'économie grecque retrouve-t-elle du souffle ? Laurent Desbonnets, Chloé Cormery. Il avait pris des engagements pour éviter à la Grèce un désastre économique. Cet été, Alexis Tsipras promettait des réformes drastiques. 5 mois plus tard, nous sommes allés vérifier. Le pays vit-il vraiment à l'heure de l'austérité ? Les privatisations d'abord. Objectif fixé par Bruxelles, faire rentrer 50 milliards d'euros dans les caisses de l'État. On est encore loin du compte.
Certes, la majorité du port du Pirée a été vendue à un groupe chinois pour 368 millions d'euros. Et 14 aéroports régionaux vendus 1,3 milliard d'euros à un groupe allemand. Mais la plupart des ventes s'éternisent, comme cette marina géante, non loin d'Athènes. Nous sommes déjà la plus grande marina de la Grèce et des Balkans aussi. Fier de son port de plaisance, le maire bloque toute transaction, car il veut imposer son cahier des charges aux futurs propriétaires. Par exemple, la ville donne sur la mer. Nous ne voulons pas des bâtiments très hauts parce que nous voulons conserver ce rapport que la ville a avec la mer. Il réclame aussi 30 millions d'euros de travaux aux acheteurs potentiels. Résultat, les candidats ne se bousculent pas. Les privatisations en Grèce ont rapporté pour l'instant 12 fois moins que prévu. Autre réforme, la hausse de la TVA dans la restauration, de 13 à 23%. Mission accomplie, notamment chez ce vendeur de spécialités grecques. Le souvlaki était à 1,80 €, maintenant c'est 2 €. La portion de viande hachée est passée de 6,50 € à 7 €. Résultat, selon lui, les clients consomment moins, ses bénéfices en baisse de 35%. Mais il y a encore plus douloureux pour les Grecs, la réforme des retraites. Objectif demandé, 1,8 milliard d'euros d'économie. Rien n'est encore voté, mais un texte est à l'étude en ce moment au Parlement. Hausse des cotisations et baisse des pensions, moins 15% en moyenne. Les retraités font leur compte, comme cette ancienne directrice d'école qui touche environ 1 000 € par mois. Je ne m'achète plus de vêtements, je ne fais plus de sorties, alors que d'autres ont leur argent caché en Suisse. C'est cet argent qu'on doit récupérer. Mieux faire rentrer les impôts, c'était justement un autre engagement d'Athènes qui promettait d'éradiquer la fraude. On en est encore loin. Certes, des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs banques accusées de faciliter l'évasion fiscale. Mais cette contrôleuse du fisc, à la tête du syndicat des impôts, avoue son impuissance. On est tellement débordé qu'on n'arrivera jamais à traiter tous les contrôles fiscaux. J'ai des collègues qui ont 100 dossiers à traiter. Ça leur donne du travail pour 10 ans. Alors on fait des priorités, on ne traite que les plus gros dossiers. Elle assure toutefois que les recettes fiscales sont en hausse. À l'intérieur du ministère grec de l'économie, des experts de l'Union européenne et du FMI, ils épluchent en ce moment les comptes de la Grèce. Ce sont eux qui décideront si les efforts sont suffisants pour que le pays continue de toucher l'aide financière dont il a besoin. Le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici a fait état de progrès concernant les discussions sur l'évaluation des réformes demandées à la Grèce. Le plan d'aide financière peut aller jusqu'à 86 milliards d'euros. Revenons en France pour goûter des agrumes d'exception. Dans les Pyrénées-Orientales, un couple surveille de très près ces différentes productions, des citrons caviar, des bergamotes, des cédras, des produits aux qualités rares qui séduisent les plus grands chefs étoilés. Rencontre avec des producteurs amoureux et passionnés. C'est super bon, c'est même... Tu sais pourquoi? Parce qu'il a encore plus ce jus, quoi. Ce sont des amoureux, des vrais. C'est pas meilleur, mais c'est très différent. C'est très bon. Ces agrumes, le couple Bachet s'en est fou. Une histoire d'amour qui dure depuis maintenant plus de 20 ans. Elle était comédienne, lui pépiniériste. De leur rencontre est née une passion commune pour ces drôles de fruits, originaires d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, le couple Bachet cultive près de 1000 variétés différentes. Calamenci, bergamote, main de Bouddha, cédra, yuzu, citron caviar, la crème des agrumes que les chefs du monde entier s'arrachent. Parmi leur clientèle, que de grands noms de la gastronomie, les Bachès comptent une bonne centaine d'étoilés. Ça, c'est un arbre qui est pour Pascal Barbeau, chef 3 étoiles de l'Astrance à Paris. C'est son arbre. C'est son arbre. Voilà, c'est pour lui, ça. Quelle variété tu veux de cédra? Corse. Du Corse? Ouais. Lui n'a pas encore d'arbre à son nom, mais il a la chance de venir faire son marché sur place. Laurent Lémal, Bocuse d'Or 2015, a ses cuisines à quelques kilomètres de là. C'est bon, à maturité là? Ouais, c'est un nez ça. Chaque semaine,
il cueille lui-même ses précieuses pépites. Calamansi, c'est bon, cédra, c'est bon. La première fois que je suis rentré là, j'étais comme un gosse, comme un gosse dans un magasin de jouets. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit sur la cuisine et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, différentes acidités. Et ça, c'est Michel et Benelli qui m'ont guidé. Et du coup, ça, je leur remercierai toute ma vie, quoi. Ils m'ont vraiment aidé à trouver ma cuisine, à trouver ma personnalité dans la cuisine, quoi. Le coup de feu est dans quelques heures. Direction les fourneaux. Oui, 3 qui passent. On mettra purée de cédra et calamansi pour la Saint-Jacques. Au menu ce midi, filet de canette, purée de légumes racines et ces agrumes fraîchement cueillis. Pour accommoder les gibiers, que ce soit le cédra, le calamansi ou le yuzu, c'est des produits qui sont vraiment très intéressants. Le cédra, ça apporte de la fraîcheur et c'est vrai que ça atténue un peu le côté un peu violent du gibier et du coup ça devient quelque chose d'assez intéressant. Il a mis plusieurs années avant de les apprivoiser. Mais aujourd'hui, les agrumes du couple Bachès sont devenus la signature du chef. Donc le canard colvert de petite chasse, servi avec une purée de racines au cédra corse, calamansi, yuzu imprégné et herbe folle. Pour flatter les palais des chefs, le couple Bachès a misé sur une cuisine sur mesure. C'est ce qui fait sa renommée mondiale. Cette année, j'ai fait plein d'hybrides. Bridé des caviars et des pamplemousses, des choses improbables. Et il y a des fois des belles surprises. C'est sans arrêt. Et des surprises et des choses qui sont peut-être pas encore au goût du jour. Ici, aucun pesticide. Sur leurs fruits, tout se mange, y compris la peau. Même les agrumes, a priori en fin de vie, ont une seconde chance. Ils regorgent d'idées. Des savants fous de goût, en perpétuelle recherche d'exception. À 60 ans passés, les Bachès ne pensent pas encore à la retraite. Beaucoup trop tôt. Eux, en revanche, ont choisi de partir à la retraite. Non pas en France, mais au soleil. Le Maroc est la 3e destination la plus prisée des seniors français. Ils viennent ici profiter de la douceur du climat. Certains ont élu domicile dans des villages spécialement conçus pour les retraités. Suivez le guide. 163 maisons, la plupart avec piscine privée, réparties sur 28 hectares. Voici le complexe immobilier d'Yar Shemsi, littéralement les maisons du soleil. Ici, les retraités sont propriétaires et résident à l'année. Un village, gardé 24 heures sur 24 par des agents de sécurité. À l'intérieur de cette ancienne orangerie, pas de voiture, seulement de longues allées un peu vides en ce début d'après-midi. C'est dans ce cadre calme que Mireille et Joël Bourguignon ont acheté cette maison il y a 3 ans. On rentre chez nous. Donc là, nous arrivons dans la salle à manger, cuisine américaine ouverte. Vous avez quelle surface là dans cette maison ? La surface totale de la maison, c'est 160 mètres carrés. Surface à laquelle il faut rajouter ce jardin de 950 mètres carrés, avec piscine et vue sur les montagnes de l'Atlas. Ce qui a convaincu ces anciens employés de l'aviation d'investir au Maroc, c'est le prix de la maison, 300 000 €. C'est 3 fois moins qu'une villa équivalente dans le sud de la France. Vous auriez pu acheter une telle surface en France ? Non. Honnêtement, non. Non, parce que acheter la surface en France, c'est bien, mais après, il faut vivre. Et quand on arrive à nos âges et qu'on va mettre 1 million dans quelque chose, il faut avoir ce million disponible, sinon ça veut dire que c'est reprendre des crédits jusqu'à quel âge ? Ils ne se rendent désormais en France que quelques jours par an pour aller voir leurs enfants. Le mal du pays, ils ne le connaissent pas pour l'instant. On a la possibilité de remonter quand on veut en France. Je veux dire, il suffit de faire une réservation, un billet d'avion, 3 heures après on est à Paris. Comme nos 2 enfants sont sur Paris, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Parmi la centaine de Français présents ici, le couple s'est fait des amis, comme le Lyonnais William Payès. Les retraités du village ne vivent pas qu'entre eux. Lui, par exemple, se rend chaque semaine au souk avec sa femme pour faire quelques courses. Et il a même appris quelques mots d'arabe pour, dit-il, mieux s'intégrer. Eux, il faut un effort de parler le français. Moi, j'essaie de parler un petit peu berbère. Aller au souk, c'est aussi profiter d'un autre avantage du Maroc, des prix défiant toute concurrence. Je ramène souvent entre 7 et 10 kilos de fruits pour 70 dirhams, c'est-à-dire 6 €. Ici, en terre d'islam, William et Nicole Payès sont considérés comme des touristes. Ils savent qu'ils peuvent être pris pour cible par des terroristes comme lors des attentats en Tunisie, mais se sentent en sécurité dans le pays.
Et les Français, ils sont sympas ici? Oui, ils sont des frères. C'est normal. Un accueil qui fait du Maroc l'une des destinations préférées des retraités français. Oui, j'ajoute que la côte méditerranéenne a la cote. Les retraités français sont en effet nombreux à choisir l'Espagne et le Portugal pour poser leurs valises. Une dernière carte postale avant de se quitter, envoyée depuis Venise, où a débuté le fameux carnaval. Une tradition qui remonte au Moyen-Âge, un événement qui attire chaque année dans la cité des Doges des foules considérables. Très belle semaine à tous.